Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, une grande voix de la radio, Serge Daniel, journaliste à Radio France Internationale, correspondant permanent au Mali. Vous êtes d'ailleurs considéré comme le plus ancien poste de tous les correspondants de RFI sur le continent africain. Vous êtes également auteur. Bonsoir Serge Daniel. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à l'état civil, votre nom complet est Serge Daniel Gbagbo-Ndada. Vous êtes d'origine béninoise. Et un rapide coup d'œil sur votre CV, on se rend compte que vous êtes passé par les lettres modernes à l'université. Vous êtes diplômé donc de l'université d'Abidjan, mais aussi de Lille en France. Vous êtes diplômé également de l'université de Lille en journalisme, et cela depuis 1991. Alors d'abord, on a envie de faire davantage connaissance avec vous. Né au Bénin, vous avez obtenu votre baccalauréat en Guinée, étudiant à Abidjan, en France. Alors expliquez-nous un peu, ce n'est pas un parcours commun. Voilà, expliquez-nous ce parcours-là. Alors moi je dis généralement que ma culture est une culture bénino-planétaire. J'ai la nationalité française également, mais j'ai beaucoup voyagé parce que papa était diplomate. Ils sont d'abord des enseignants, inspecteur principal de l'enseignement, mais également diplomate. Il était ambassadeur à Conakry. Je suis allé à Conakry à l'école. Pour la petite histoire, Sékouba Konaté, le président de transition, tout gamin, j'ai des photos tout gamin avec lui. Donc j'étais son petit camarade de l'époque. Abidjan, mon père était qui est également diplomate. Et j'étais un peu turbulent. Donc à chaque fois qu'il voyageait, il était obligé de partir avec moi, pas parce que j'étais le préféré, mais parce que j'étais l'un des plus turbulents. Il avait besoin de me surveiller. Ce qui fait que j'ai beaucoup voyagé, effectivement. Et puis, j'ai effectué des études à l'École supérieure de journalisme de Lille. C'était la 64e promotion, ce qui ne me rajeunit pas. Mais quand on regarde tout cela, quand vous étiez donc enfant, jeune, voilà, vous voyagez de pays en pays avec votre papa, est-ce que tout cela ne peut pas déstabiliser le jeune Serge Daniel à l'époque? Pas du tout, parce que moi j'adore les autres. Je ne peux pas, par exemple, je suis venu on en parlera probablement tout à l'heure, je viens de Koudougou, j'ai animé un séminaire pour avec des journalistes, et moi j'aime beaucoup l'autre, j'aime beaucoup l'étranger. Je ne pouvais pas, je pense, vivre au Bénin. J'adore les voyages, j'adore rencontrer les gens, donc bien au contraire, c'est toujours un plus de découvrir l'autre. Mais évidemment, ce qui peut vous angoisser parfois, on vous montre que vous n'êtes pas dans votre pays. Alors ça, c'est parfois agaçant. Sinon, au niveau du citoyen lambda, etc., j'ai des amis chinois, j'ai des amis vietnamiens, j'ai des amis angolais. Je suis vraiment de culture bénino-planétaire. Mais quand je dis cela, c'est parce que d'un pays à l'autre, on peut dire également que c'est d'une culture à l'autre. Alors finalement, tout cela, est-ce que ça ne vous a pas perdu ou bien ça vous a enrichi? Ça m'a plutôt enrichi. Moi, j'ai des amis partout. Moi, je vis au Mali depuis une vingtaine d'années. Mais je peux vous emmener partout au Mali. Il n'y a pas la ville malienne où je ne connais pas quelqu'un. Mais des amitiés au sens exupérien du terme. Vous avez aussi des inimitiés par rapport au travail qu'on fait. Tel n'est pas content, ça c'est autre chose. Mais je veux parler du citoyen lambda, c'est plutôt une richesse pour moi. Je suis né dans le nord du Bénin. Alors, subitement, j'ai eu l'impression quand même, quand je ferme les yeux, que les nords des pays m'attirent. Nord du Mali, nord de la Côte d'Ivoire, etc. Mais je me considère comme une laminaire. Vous savez, la laminaire, c'est le nom d'une œuvre d'Aimé Césaire. Et la laminaire est une œuvre vertigineuse qui s'étend très loin de sa racine, mais qui ne se coupe jamais de sa racine. Il faut que je retourne souvent au Bénin. Alors, Serge Daniel, savez-vous que beaucoup de ceux qui vous écoutent sur les zones se font peut-être une autre image de vous? Est-ce qu'on ne vous a pas plusieurs fois pris pour celui que vous n'étiez pas? D'abord, c'est simple. D'abord, oui, parce que c'est différent. Quand on m'entend à la radio, j'ai une voix qui porte peut-être une grosse voix, alors quand on me voit, d'autres pensent que je suis français blanc. Oui, j'ai la nationalité française, mais je ne suis pas blanc. Je suis aussi noir que vous. Mais ça a une histoire. Je travaille avec mes prénoms. Serge Daniel, ce sont mes prénoms. Et Gbagbo-Ndada, c'est mon nom de famille. Mais le problème, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à RFI, je me faisais appeler Serge Daniel Gbagbo-Ndada. Et un jour, un présentateur, c'était une présentatrice, a dit, au lieu de dire Serge Daniel Gbagbo-Ndada, elle a dit Serge Daniel Amin Dada. Donc, on m'a confondu au dictateur le boucher ougandais. Et j'ai dit, c'est terminé. Donc, j'enlève Gbagbo-Ndada, c'est devenu Serge Daniel. Voilà. Et je suis aussi un peu fier parce que par rapport à mon père, je lui ai dit un jour, papa, tu vois, j'ai un nom. Mais aujourd'hui, comme vous le racontez souvent, vous passez quelque part, on dit, voilà, Serge Daniel est passé. Mais les gens se rendent compte, en fait, que le Serge Daniel
auquel il pensait n'est pas... Vous avez la peau très foncée. Et c'est ça la magie de la radio. C'est pour ça que moi j'adore la radio. Je n'aurais pas pu faire votre métier à la télé. Vous voyez, c'était par respect pour les téléspectateurs, par vous, que j'ai porté une cravate, parce qu'il faut passer à la télévision, se maquiller, etc. Non, ce n'est pas mon truc, la télé. Moi, j'adore la radio. Mais écoutez dans un appareil audiovisuel imaginaire ce que vous dites à un public, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas un homme de télé. Je suis la presse écrite parce que j'écris aussi des bouquins. J'en ai écrit 5, si vous voulez, on peut en reparler. Mais je ne suis pas un homme de télé et je n'aime pas la télé. Alors, Serge Daniel, le journalisme pour vous, est-ce que c'était une évidence? Parce qu'on a vu que vous êtes passé d'abord par les lettres modernes. Alors que certains disent, est-ce que vous faites ce métier par vocation ou par provocation? Non, moi, c'était une évidence. Quand j'étais gamin, j'ai des souvenirs précis. Je parlais dans des boîtes de tomates. Vous savez, si vous prenez une boîte vide de tomates avec un fil sur 100 mètres, 200 mètres, et quand vous parlez, de l'autre côté, on vous entend. J'adorais m'entendre parler. Je parlais dans un miroir. J'ai un ami en Guinée, par exemple, qui me disait encore récemment, c'est bizarre, quand nous étions en terminale, nous avions un professeur qui disait, « Serge Daniel, tu écris comme un journaliste, tu seras probablement journaliste. » Moi, je n'ai pas voulu faire deux choses. J'ai voulu être journaliste tout simplement. Mais je suis né dans les livres parce que mon père était un enseignant. Il y avait à la maison une bibliothèque. Il y avait une bibliothèque qu'on appelait une librairie parce qu'il y avait des livres partout. Mon père avait des milliers de livres. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé vers les lettres? Et d'abord, c'est ce qui m'a poussé vers les lettres. Je voulais me réconcilier un peu avec lui parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas faire du journalisme avec le baccalauréat seulement. Donc, je suis allé en lettres et j'ai fait lettres au Bénin d'abord, ensuite à Abidjan et avant de rentrer dans une école supérieure de journalisme. Alors, votre carrière de correspondant RFI commence en Guinée. Oui, en Guinée. Alors, dans les années 90. Oui. Voilà, et en 1996, vous avez quand même voilà, un petit déconvenu, disons, avec cette déclaration. Vous êtes déclaré persona non grata, expulsé de la Guinée. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Bon, c'était un peu plus compliqué. Vous savez, quand je travaillais en Guinée, je crois qu'Alpha Condé, l'actuel président, l'a dit récemment, il a dit, à l'époque où moi j'étais dans l'opposition, il y avait 2 ou 3 journalistes, dont Serge Daniel, qui avaient seulement le courage de venir me voir. C'était Lassana Conté. Le régime était plutôt parti unique, démocratie descente. C'était difficile pour un journaliste de travailler. Donc le pouvoir en place estimait que moi je faisais le jeu de l'opposition. Avec le recul, je ne dirais pas non, parce qu'il fallait donner la parole à cette opposition. Vous étiez considéré comme une peste à l'époque en Guinée quand vous allez à un meeting de l'opposition. Vous avez des journalistes des médias d'État, par exemple, qui ne pouvaient pas rester à côté de vous parce qu'on estimait que vous étiez un opposant. Ce qui n'était pas vrai, on faisait tout simplement le job. Et donc, effectivement, ça n'a pas plu. Et un jour, on m'a dit de partir, on m'a mis dans un avion. Je suis allé à Abidjan, je suis resté 2 semaines, et c'est très important de le dire. Le président Lassana Conté, qui n'était pas au courant de mon expulsion, a ordonné que je revienne en Guinée. Donc je suis revenu en Guinée, mais je ne pouvais plus travailler, ce n'était pas possible. Mais Serge Daniel, est-ce qu'un journaliste peut être ou doit être neutre? Je ne suis pas d'accord avec vous dans la conception de notre métier. Ce qu'on demande à un journaliste, ce n'est pas d'être neutre. Ce qu'on demande à un journaliste, ce n'est pas d'être objectif. Parce que quand vous prenez l'objectif d'un appareil photo, il ne prend que ce que vous lui demandez de prendre. Or, si vous mettez l'objectif de cette manière et que la vérité est derrière, vous n'êtes pas honnête. Ce qu'on demande à un journaliste, c'est d'être honnête. Parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui respire. Là, je venais à l'émission, je ne savais pas que vous alliez porter une cravate bleue. C'est parce que vous avez envie, parce que j'avais aussi envie de porter une cravate bleue. Donc voilà, donc on a des penchants. Moi, je préfère le foot, vous pouvez aimer le basket. Donc forcément, on a des points de vue. Ce qu'on demande à un journaliste, c'est d'être honnête dans ce qu'il dit. Mais non d'être objectif, ça ne veut rien dire. Parce que l'objectif d'un appareil photo, je le répète, ne prend que ce que vous lui demandez de prendre. Or, ce n'est pas ce qu'on demande à un journaliste. Alors, ce qui vous est arrivé en 1996 n'est pas un cas isolé. Quand on regarde aujourd'hui, les journalistes de Radio France Internationale, je précise que vous n'êtes pas ici en tant que représentant de RFI. Vous êtes là en tant que Serge Daniel, journaliste, mais aussi auteur. Mais on aimerait quand même avoir votre point de vue sur la question. Comme je le disais, le cas n'est pas isolé. Ça s'est vu encore en Guinée récemment, en RDC, où des journalistes de RFI ont maille à partir, notamment avec les autorités. Comment expliquer cela? Est-ce qu'il faut juste penser que ce sont les autorités qui ont tort sur cette question?
Écoutez, moi, je vais vous dire, on dit généralement dans notre jargon que pour avoir un diplôme, il faut être expulsé quelque part. Être expulsé, c'est avoir un grade. Je vous le dis franchement. Moi, je prends mon cas, par exemple, en Guinée, comme je vous ai dit, le président, on aurait pu penser que Lassana Conté, c'était un chef de village, qu'il avait une conception particulière de la démocratie, mais c'est généralement, je vais vous dire, l'entourage qui pose problème. Et quand on parle de l'entourage, c'est un entourage, s'il vous plaît, ciblé qui pose le problème. Ce n'est pas les chefs en tant que tels. Peut-être qu'ils ne suivent même pas la télé. On lui dit « Ah, mais celui-là, il a mal parlé de toi. Lui, il ne t'aime pas. Lui, il a supporté il supportait opposant à telle élection présidentielle. » Et donc, c'est un système qui pose problème généralement aux journalistes. On parle des journalistes de la presse internationale parce qu'ils ont quand même des médias plus ou moins présents. Je ne dirais pas puissants, mais présents. D'autres journalistes locaux vivent totalement les mêmes problèmes. Hein. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas, je ne dirais pas que les autorités, le président ou celui qui est à la tête du pays, ce n'est pas forcément lui qui pose problème, c'est son entourage. Mais dans ce cas précis, je pose la question parce que quand on remarque un peu, d'une manière générale, le problème qui se pose, c'est quoi? En réalité, les autorités, quand ces cas-là se présentent, voient un RFI, en fait, le porte-voix de la France. Et donc, ce qu'on reproche à la France, on reproche à RFI, ou on estime que RFI fait le jeu de la France. Moi, je vais vous dire la main sur le cœur. Et vous allez demander à Yaya Boudani, puisqu'on a un excellent correspondant qui est ici. Moi, je ne reçois pas d'ordre de l'ambassade de France. Je vous le dis la main sur le cœur. Parfois, j'entends dire oui, c'est un instrument de la diplomatie française. C'est le service public français. Mais le service public français, mais moi, je travaille tout à fait librement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas? Un père de famille ne dit pas tout. Je ne vois pas pourquoi un journaliste va tout dire, si vous voulez. Ce qui est important, c'est de donner la parole à tout le monde, c'est de faire son job, comme on le dit, sans influence. Et moi, je vous dis, que ce soit en Guinée ou au Mali, je travaille sans influence. Je ne reçois pas d'instructions de RFI. Et je vous le dis franchement, la main sur le cœur. Maintenant, est-ce qu'il y a des interventions à d'autres niveaux? Je ne vois pas comment. Si, parce que comme vous le dites, comme vous le disiez tantôt, l'objectif c'est ça, parce qu'il faut être dans le champ pour être vu. Oui. Ici déjà, le choix, par exemple, de braquer les projecteurs ou les micros sur tel ou tel problème, est-ce que là, ce n'est pas déjà un choix qui peut être téléguidé? Mais c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, ce qu'on demande à un journaliste, ce n'est pas d'être objectif. Ce qu'on demande à un journaliste, c'est d'être honnête. Hein. Et si vous m'invitez, moi, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas demandé à venir, je viens avec plaisir. C'est parce que vous trouvez un intérêt à m'inviter, cher ami. Donc voilà, il n'y a pas d'idéologie derrière ce que nous faisons. Je vous le dis la main sur le cœur parce que je ne peux pas être dedans et un jour je vais sortir et dire non, voilà, j'avais menti, etc. Je le dis franchement, sincèrement. La crédibilité, je vous dis un chef d'État, ce qu'il m'a dit, chef d'État africain de la sous-région, m'a dit, ah mais vous savez, j'ai vu Macron, je me suis plaint des RFI à Macron. Mais oui, je vous le dis. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne reçois pas d'ordre de Macron. Et je le dis sincèrement, on n'est pas là pour faire le procès des RFI ou de parler des RFI, mais cette parenthèse, j'estime, était nécessaire. Si, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous comprenez que ce soit cette connexion, ce cordon ombilical entre la radio France Internationale et puis le Quai d'Orsay, qui fait que, bien souvent, même si voilà, vous dites que vous ne recevez aucune instruction, vous pouvez comprendre peut-être que les gens jugent à l'aune de cette connexion. Il n'y a pas de cordon ombilical entre le Quai d'Orsay et RFI. Je ne reçois pas d'ordre de l'ambassadeur de France à Bamako ou de l'ambassadeur de France dans un autre pays. Alors, comme vous l'avez dit, depuis une vingtaine d'années, vous êtes au Mali. Alors, ce qu'on remarque également, c'est que le Sahel vous passionne. Oui. D'où vient cette passion-là? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis né dans le nord du Bénin, dans une localité qui s'appelle Kandi. Et c'est d'ailleurs extraordinaire parce qu'à l'époque, ce sont des régions désarticulées, des régions défavorisées. Et mon père, c'est l'une de ses fiertés, c'est d'être allé travailler là-bas. Quand on voulait vous mettre au pas, au cachot, vous punir, on vous envoie au nord. Et quand je suis venu au Mali, c'était la même chose. C'est-à-dire que quand on voulait punir un fonctionnaire, on l'envoie au nord. Et donc, j'étais attiré par les Nord. Le Nord. Je suis allé au Nord une fois, c'était dans les années, une semaine après mon arrivée au Mali, et puis tout de suite, j'ai aimé cette grande prison, la plus grande prison au monde, ouverte, le désert où vous faites 100 km sans rencontrer quelqu'un, les gens sont merveilleux, une gentillesse extraordinaire, évidemment, et ça tisse des liens.
Et donc, effectivement, ça me passionne. Et je me suis rendu compte que vous pourrez, par exemple, quitter Bamako, le nord du Mali, et aller jusqu'au Tchad sans rencontrer quelqu'un. Donc, il faut s'intéresser à ces populations. Et donc, il y a une passion, effectivement, pour cette zone-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le Sahel, aujourd'hui, n'est plus le lieu indiqué pour aller faire du tourisme. Malheureusement. On ne peut pas le faire parce qu'à l'époque, on mettait 3 jours pour quitter Gao pour aller à Kidal, 3 jours pour aller à Tombouctou, tout en se baladant. Aujourd'hui, ce n'était plus possible parce que le Sahel, aujourd'hui, est devenu un carreau de feu placé dans le ventre du monde. Alors, tout le monde estime que tout est parti du départ de Kadhafi en Libye. Est-ce que vous avez la même lecture aujourd'hui? Non, ça, ce sont les causes lointaines. Les causes immédiates, je dirais. Il y a des causes lointaines. Les causes lointaines, en 1988, rapidement, tout le monde savait que les Russes allaient quitter l'Afghanistan. Parce qu'il y avait des moudjahidines qui se battaient là-bas, avec d'ailleurs, on a oublié, Ben Laden, il était financé par des pays comme les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils se luttaient à l'époque contre le communisme. À la fin, il y a 2 théoriciens de ce qui va devenir Al-Qaïda, le professeur Abdullah Azzam et Ben Laden, qui disent, mais qu'est-ce qu'on fait des troupes qui sont venues de tous les pays combattre? Abdullah Azzam lui dit, non, il faut qu'on forme une espèce de djihad international pour aller lutter contre ce qu'ils appelaient les régimes apostats. Et Ben Laden lui dit, non, ce qu'il faut faire, c'est que les moudjahidines, les combattants qui sont venus de tous les pays, repartent dans le pays d'origine pour porter localement le djihad, et ainsi le djihad national va dépendre de nous. Donc vous avez des Algériens qui sont venus. Le sud de l'Algérie, c'est le nord du Mali. Ça s'est métastasé parce qu'entre-temps, vous avez eu le GIA à Alger, des groupes terroristes. Et puis, c'est devenu à un moment le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Et ensuite, c'est devenu AQMI. Mais le problème, en 2001, j'y étais déjà au Mali. Le nord du Mali est devenu rapidement un entrepôt d'otages. C'est-à-dire que lorsqu'on enlève des otages en Algérie, on les ramène dans le nord du Mali. Lorsqu'on enlève des otages en Mauritanie, on les ramène dans le nord du Mali. Et les pays d'où sont originaires les otages demandent au Mali de négocier pour libérer les otages et de ne pas utiliser la méthode forte. Paiement de rançon. Les pays occidentaux, quasiment tous, ont payé des rançons. Ça enrichit les terroristes. Donc, ils se sont métastasés dans cette zone-là, dans le nord du Mali notamment. Et évidemment, la Libye, ça n'a été que les causes immédiates. Kadhafi tombe, on demande aux forces armées, aux Touaregs notamment, qui étaient dans sa garde prétorienne, de revenir, donc de l'affaiblir pour qu'il tombe, et les choses se précipitent en ce moment-là. Mais effectivement, la situation en Libye a été déterminante, mais là, ce sont les causes immédiates, mais il y a des causes lointaines. Mais justement, sur cette cause immédiate, beaucoup pointent du doigt aujourd'hui la responsabilité de ces pays, justement, qui ont pris sur eux de renverser le colonel Mohamed Kadhafi et qui n'ont pas assuré le service après-vente derrière. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et Kadhafi, aujourd'hui d'ailleurs, on relativise tout parce qu'on se rend compte que ce dont Kadhafi était accusé n'était pas forcément vrai. Ils n'ont pas assuré, comme vous l'avez dit, le service, le côté darty de l'événement n'a pas été assumé. Et on se rend compte que l'intervention occidentale en Libye a causé plus de dégâts qu'autre chose. C'est la même chose en Irak. Alors, si je l'avais dit, vous êtes également auteur de plusieurs publications. Pourquoi je suis devenu rebelle, les routes clandestines, l'industrie de l'enlèvement, les mafias au Mali. Voilà autant d'œuvres donc qui sont issues de votre expérience dans le Grand Sahel. Cette expérience, parlons-en. Comment vous réussissez actuellement donc à travailler dans ce contexte dangereux, il faut le dire, parce que des journalistes ont perdu la vie dans le Nord Mali. Alors, comment vous réussissez à exercer ce métier-là dans un contexte aussi dangereux? Ce n'est pas facile, disons les choses. Mais on a quand même des repères, parce qu'un journaliste, un homme d'affaires, c'est son carnet de chèques. Un journaliste, c'est son carnet d'adresses. Il faut être, je dirais, informé. Et pour être informé, il faut avoir des sources d'information. Donc, de Bamako, on peut savoir ce qui se passe facilement dans le nord du Mali, parce que si on vous dit il y a un attentat ici, vous êtes parfois obligé d'appeler le Tchad pour savoir ce qui se passe dans le nord du Mali, parce que comme je le dis, c'est devenu une prison à ciel ouvert où vous avez beaucoup d'interférences, où vous avez beaucoup d'acteurs également. Vous avez Barkhane, vous avez les forces de la mission de l'ONU, donc forcément vous avez des contingents tchadiens, vous avez des contingents burkinabés, vous avez etc. etc. Donc c'est pas évident physiquement aujourd'hui de se déplacer dans le Sahel
C'est ça qui est plutôt difficile. C'est-à-dire que la démarche d'anthropologue qui était la nôtre, de reporter qui était la D'aller nôtre, au contact directement avec les populations, c'est devenu de plus en plus difficile, il faut te le dire. Quand vous partez, vous êtes obligé de passer inaperçu, je n'aime pas ça. J'aime bien me déplacer avec mon étiquette de journaliste, même si il faut parfois avoir un côté René Caillé, c'est-à-dire être discret, mais vous ne pouvez pas mettre sur votre front aujourd'hui dans le Sahel, journaliste, et vous mouvoir. C'est un peu difficile et ça, je le regrette. Mais est-ce qu'il faut y aller quand même malgré tout? Oui, il faut y aller, et quand on peut avec la MINUSMA, quand on peut avec l'armée malienne, parce que la présence physique n'est pas irremplaçable. Mais là, est-ce que le risque n'est pas, en tant que journaliste, parce que, quoi qu'on dise, Serge Daniel, avec le micro de RFI, c'est une puissance, c'est en tout cas un atout que beaucoup d'acteurs aimeraient bien manipuler. Est-ce que le risque dans ce contexte-là n'est pas de se faire manipuler? Oui et non, parce que ça dépend de la bouteille que vous avez, ça dépend de votre expérience. Je vais vous donner un exemple. Lorsque moi, par exemple, je reçois une information dans le nord du Mali, vous avez un groupe armé qui dit l'armée, par exemple, a tiré sur nous. Ou vous avez un petit groupe qui dit tel autre groupe a tiré sur nous. Vous ne donnez pas tout de suite l'information. Il y a ce qu'on appelle checker l'information chez nous. Vous faites un premier check, un double check, un triple check pour savoir ce qu'il fait. Ça, c'est le métier qui l'impose. Donc, effectivement, la tentative de manipulation est présente partout d'ailleurs, mais il appartient aux journalistes de faire la part des choses. Et dans ce contexte également, l'autre risque qui est là, c'est de faire le jeu également des terroristes, parce que, vous l'avez si bien dit, quand les terroristes interviennent et qu'ils commettent un attentat, par exemple, eh bien, la terreur, ce n'est pas tant l'attentat que les répercussions médiatiques que ça suscite derrière. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, rapporter tous les jours les actions des terroristes, ce n'est pas également participer à cette communication? Mais pas du tout. Ce sont des opérations militaro-médiatiques que les terroristes font. Donc, ce qu'ils veulent, les terroristes, effectivement, c'est qu'on relaie leur littérature. Il appartient aux journalistes de faire la part des choses. Par exemple, lorsqu'il y a eu un attentat, moi je couvre un attentat à Bamako, en plein attentat, je ne dis pas qu'il y a 5 morts, par exemple, parce que l'action n'est pas terminée. Comme je vous ai dit, c'est une action militaro-médiatique qu'ils sont en train de mener, et donc ce n'est pas à moi de leur faire la publicité. Mais à la fin de l'attentat, vous êtes obligé de donner le bilan qu'il y a. Mais justement, aujourd'hui, quand un attentat se produit, on l'a vu par exemple à Bamako, on l'a vu à Ouagadougou, dès les premiers crépitements des armes, eh bien, ce qu'on remarque, c'est que c'est les breaking news pratiquement. Vous allez sur France 24, vous allez sur RFI, c'est des éditions spéciales. C'est comme si c'était une mise en scène. Vous pensez que, par exemple, quand il y a un attentat au Burkina, vous n'avez aucun... Moi, je lis l'AFP, j'écoute les radios. Mais quand il y a un attentat, ce sont les autorités locales qui confirment. Parce que c'est l'information. L'idée, c'est de dire, par exemple, est-ce qu'on fait la part belle aux terroristes ou pas? Si vous avez 2 FDS qui tombent sur le champ d'honneur, on est obligé de donner l'information. Mais dans le traitement de l'information, je peux vous dire, mon portable est à côté, j'ai du Mali où je suis, des responsables de l'État islamique qui m'appellent après des attentats au Burkina. Parce que je suis certain d'une chose, ce qui arrive, ce qui se passe au Burkina, en grande partie, c'est dû aux responsables de l'État islamique qui revendiquent. Mais on ne donne pas toutes les revendications, parce qu'il faut attendre, il faut vérifier, et parfois il ne faut pas donner. Alors dans ce contexte-là, vous l'avez dit, il faut avoir de la bouteille. Est-ce que vous pensez que cette matière informative, le terrorisme aujourd'hui, parce que la plupart des pays de la sous-région, peut-être en dehors, vous prenez un pays comme le Burkina, c'est un pays qui a découvert les attentats sur son sol depuis janvier 2015. Et depuis, donc, ça n'a cessé, donc, en tout cas, de se poursuivre, de se perpétuer. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas devenu une matière à part entière qu'il faut que les journalistes intègrent? Ah oui, tout à fait. Je reviens de Koudougou, d'ailleurs, pour une formation avec de jeunes confrères, parfois très outillés, d'ailleurs, du Burkina. C'est la première fois, je ne dis pas ça pour vous jeter des fleurs avant les flèches, c'est la première fois qu'on a une télévision nationale qui décide de former ses journalistes au traitement de l'information sur le terrorisme. De rencontrer des gens du terrain pour leur donner des ficelles pour comprendre comment traiter l'information terroriste. Il doit y avoir un département, de mon point de vue, dans nos organes, désormais, pour parler justement d'un département sécurité-terrorisme, parce que ce sont des problèmes
transversaux, et pour s'en sortir, il faut des solutions transversales. Alors, évoquons à présent la mort d'Amadou Koufa, ce prédicateur, donc, en tout cas dans le Massina, qui a donc été éliminé par les forces Barkhane en collaboration avec les forces maliennes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la mort d'Amadou Koufa va mettre fin, en tout cas au mouvement terroriste, disons, dans la zone qu'il dominait, notamment donc ce Massina? C'est un coup très dur porté contre les terroristes. J'ai lu des journaux qui disent oui, ça ne va pas régler le problème. Il faut commencer par dire que c'est un coup dur. Parce que si vous faites attention, dans l'organigramme, dans les katibats, c'est-à-dire les unités combattantes ou les sérias, ce sont les unités combattantes plus petites, dans le centre du Mali, on n'a jamais entendu parler d'un numéro 2 de Koufa. C'est-à-dire que le prédicateur radical qui a été tué par les Maliens et par les Français, il y a eu des communiqués dans ce sens, il était présenté comme un demi-dieu, c'est-à-dire qu'on ne lui connaissait pas de numéro 2. Contrairement aux autres organisations, où vous avez un organigramme où vous avez l'émir, ensuite vous avez peut-être un vice-émir, mais on connaît le nom du responsable du recrutement, etc. Lui, il n'y avait pas de numéro 2 connu. Donc c'est très important d'avoir réussi ce coup-là. C'est capital, je dirais même, parce qu'en plus, les recrues, les nouvelles recrues le considéraient comme invincible, et voilà qu'il va de l'autre côté de la rive. Donc c'est très important, c'est un coup dur. Il est parti, d'après ce qu'on sait, avec des secrets, parce qu'il centralisait, il n'avait pas envie de partager son pouvoir, il recevait directement ses ordres de Yadar Ali, du nord du Mali, parce qu'il était le représentant, lui, du Massina, comme vous l'avez dit, il dépendait d'un autre. Donc c'est très important de dire que c'est un coup dur qui a été porté. Et justement, dans cette opération, on a vu quand même un petit couac dans la communication, parce que la France, selon l'information qui a été publiée, donc, aurait abattu donc, ces terroristes. Pendant ce temps, au Mali, on a parlé d'une opération conjointe. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas un problème? On a l'impression que, voilà, dans la communication post-opération, alors la France a voulu peut-être s'arroger tout ce qui a été fait, alors que les Maliens ont publié dans leur communiqué que c'était une opération. Il n'y avait pas de couac. Il n'y a strictement aucun couac pour moi. Parce que les Français ont fait un communiqué pour la consommation française. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à nos États. Et sur ce coup-là, je veux dire que les Maliens ont plutôt bien réagi. Pourquoi? Parce que 2 heures après la déclaration du ministère français de la Défense, j'ai moi directement été appelé par le numéro 2, le numéro 3 de l'armée, qui m'a dit, monsieur Serge Daniel, les choses ne se sont pas passées comme ça, nous avons participé, je vous autorise à dire que nous avons participé. J'ai donné l'information 1 heure après. Et vous savez ce qui s'est passé? Évidemment, des journalistes de Paris ont demandé à l'état-major le lendemain si l'armée malienne avait participé. Les Français ont reconnu oui. Les Français ont dit oui. Donc c'est une question de communication. Et nos problèmes, l'un de nos problèmes dans nos États, c'est que nous ne communiquons pas. C'est un métier. Généralement, on dit que l'information, comme vous le savez, dérange et que la communication arrange ou que la communication tue l'information. Donc, il appartient à nos dirigeants, il appartient à nos pays, à nos régimes de mieux communiquer. Mais dans une situation comme ça, où on a plusieurs forces en première ligne qui partent donc au contact du feu, est-ce que ça ne peut pas venir perturber un peu voilà, la bonne collaboration? C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Je crois que le Mali a bien rattrapé le coup parce qu'ils ont rectifié immédiatement ce qu'ils ne font pas généralement, ce que le ministère ne fait pas généralement, et ça a rétabli l'ordre des choses. Je peux vous dire, hors source française, hors source malienne, sans les Maliens, on n'aurait pas pu trouver Amadou Koufa. Alors ça pose également une grande question. Amadou Koufa, il était connu comme, en tout cas, le grand prédicateur, le grand leader de ce mouvement djihadiste au niveau donc du Massina. Oui. Il y a également Yaga Gali, aujourd'hui qui est en tout cas l'ennemi public numéro 1 recherché. Mais on a du mal à comprendre que malgré ce déploiement de grands moyens, on ait du mal à retrouver ces individus, ce qui laisse à penser que quand même il y ait peut-être des complicités. Vous savez, il y a toujours la théorie des complots dans tout. Moi, je ne suis pas partisan de la théorie des complots. On a fait une guérilla. C'est une guerre asymétrique, ce n'est pas une armée conventionnelle. Non. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ces zones-là,
il y a forcément des réalités locales, des réalités, il y a des rapports entre les tribus, si vous voulez. Vous n'allez pas dénoncer quelqu'un de votre tribu alors que vous êtes isolé et que demain, on peut venir vous liquider. Je ne crois pas. Je pense qu'il n'y a pas assez de coopération entre l'Algérie et les autres pays qui sont en train de lutter contre le terrorisme. Parce que justement, beaucoup soupçonnent l'Algérie justement de jouer double jeu. La doxa algérienne, c'est de dire nos troupes ne sortent pas de notre territoire pour aller lutter ailleurs. Ça, c'est la doctrine algérienne. Mais je pense que s'il y avait une meilleure coordination, peut-être qu'on aurait réglé un certain nombre de choses le long de cette frontière. Alors Serge Daniel, on a vu cette réunion du G5 Sahel en Mauritanie, à Nouakchott. Il était question, une fois de plus, de mobiliser des ressources, pas pour financer les opérations militaires, mais les actions de développement. Alors, pendant ce temps, on a vu cette sortie du président mauritanien qui a un peu tiré sur la MINUSMA parce qu'il estime que c'est une force qui mobilise près d'1 milliard de dollars par an. Pendant ce temps, le G5 Sahel souffre de problèmes de financement. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas un problème? Parce que le président mauritanien estime que malgré la présence de la MINUSMA au Mali, la situation ne fait que se dégrader. Il y a deux problèmes, cher ami. C'est que la MINUSMA, et ça ramène à la réalité de la crise malienne. C'est-à-dire qu'à un moment, on a voulu faire croire que c'était des Touaregs indépendantistes qui luttaient contre le Sud et qu'il fallait une force d'interposition. C'est faux. Je fais partie de ceux qui ont dit dès le départ qu'en face de l'armée malienne, il y avait non seulement des indépendantistes, mais également des groupes terroristes. On l'a vu par la suite. L'autre problème du G5, c'est que les Américains ne veulent pas faciliter aux Nations Unies d'octroyer un mandat vigoureux, clair, un mandat international. Et sans ça, ils ne peuvent pas le faire. Mais il y a un autre problème, parce qu'on n'a pas besoin... Mais justement, est-ce que ça ne ferait pas doublon? Parce que les Américains aussi estiment que... Mais il y a les forces françaises Barkhane qui sont sur le terrain. Moi, je suis partisan d'une chose dans le nord du Mali, dans le Sahel, qu'il y ait une meilleure coordination entre toutes les forces. Nous n'avons pas cela. Mais ne me coupez pas sur le G5 parce que je vais vous faire une révélation. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un peu d'argent mobilisé, mais l'argent qui était mobilisé lors d'un huis clos à Paris, le ministre nigérien l'a dit, les pays occidentaux veulent utiliser l'argent qu'on a mobilisé en partie pour donner de l'armement. C'est-à-dire, nous prenons le pognon et nous vous donnons de l'armement. Et l'armement qu'ils vont donner, ce n'est pas forcément quelque chose de neuf. Les Africains ne sont pas d'accord. Les chefs d'État n'en parlent pas officiellement parce que, pour des raisons diplomatiques, etc. Mais moi, j'ai eu accès à des informations de première main. Vous savez qu'à un sommet de Bamako, des ministres ont créé un fonds fiduciaire en disant le pognon que nous avons, par exemple que l'Arabie Saoudite donne, nous mettons le pognon dans ce fonds-là. Mais ce que des pays comme la France souhaitent, disons-le clairement, je pense que ça aussi, ça ralentit la marche, c'est de prendre cet argent et de donner de l'armement. Au dernier moment, aux dernières nouvelles, un pays du G5 a dit, mais oui, il faut quand même qu'on lance un appel d'offres régulier. Mais non, il n'est pas question que le pognon qui est là, que nous vous donnons le pognon et que vous nous donnez de l'armement. Donc, disons les choses clairement. Si vous voulez être indépendant, il faut financer vos armées. Mais justement, est-ce que dans ce contexte-là, déjà, on ne peut pas estimer que le G5 Sahel, aujourd'hui, en tout cas, cristallise de faux espoirs? Parce que quand on regarde jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose. Le quartier général à Sévaré a même été pulvérisé, ce qui est un camouflet pour cette force du G5 Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne fonde pas de faux espoirs? Si je voulais être méchant, j'allais dire que le G5, ça a un côté poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire un médicament qui ne soigne pas le mal. Est-ce que vous voyez? Il est évident qu'à ce stade-là, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que la communauté internationale donne un mandat clair au G5. Ensuite, il faut qu'on mobilise les fonds. Mais les fonds seuls ne vont pas suffire. Ce qu'il faut, et ça me paraît fondamental, c'est la stratégie qu'il faut déclarer. Vous avez parlé du quartier général du G5 qui était au centre, qui est venu à Bamako. Mais ce dont on doit rêver, c'est un quartier général qui est plutôt proche de Gao. Parce que le fait de revenir à Bamako, c'est une victoire, entre guillemets, pour les terroristes qui vont se dire, parce qu'on les a attaqués, ils se sont retournés vers la capitale, donc 600 km plus au sud. Il faut revoir, je pense, le format. Et au-delà de ça, cette question de financement de cette force-là, est-ce qu'il ne va pas falloir véritablement que les pays qui composent ce G5 Sahel-là comprennent que le salut ne peut venir que de l'intérieur? Parce que, comme on le dit, c'est une question d'urgence, de survie pour ces pays, mais pour la France ou les États-Unis, bon, ce n'est pas forcément le cas.
Il y a une question de mutualisation des forces. J'ai dit tout à l'heure que les problèmes étaient des problèmes transversaux, il faut des solutions transversales. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, le Burkina a acquis de Taïwan, à l'époque les relations étaient encore fonctionnelles, des hélicoptères. Je crois que c'était 2 à 4 milliards. Il faut que je revoie les chiffres, parce que j'aime pas trop les chiffres. Je dis non. Le Burkina aujourd'hui n'a aucun intérêt à acheter des hélicoptères, même si on voulait lui donner cadeau, sans consulter son voisin malien. Parce qu'il faut une défense du Sahel. Vous voyez, en Europe aujourd'hui, le président Macron parle d'une armée européenne. C'est ce qu'il faut. C'est-à-dire, au moment où on achète des hélicoptères ici, il faut peut-être que le voisin nigérien ou malien achète du matériel pour lutter contre les mines antipersonnelles. Parce que c'est ça qui tue le plus aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Mais si vous achetez des hélicoptères au Burkina, les mêmes hélicoptères au Mali, les mêmes hélicoptères au Niger, les mêmes hélicoptères ailleurs, vous ne pourrez pas, c'est du gaspillage, parce que vous aurez les mêmes outils qui auraient pu servir aux 3 pays ensemble. Donc il faut mutualiser les forces et se repartir plutôt les rôles, mieux coordonner les actions. C'est important, vous avez le renseignement qui est à la base. Ici, vos hélicoptères, dès qu'on donne le top, peuvent venir à la frontière, vous avez le droit de poursuite. Mais de l'autre côté, nous avons des engins, par exemple, qui peuvent permettre à nos forces, parce que c'est le véritable problème, à nos forces d'éviter les mines antipersonnelles. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on en prend aujourd'hui la direction? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'au-delà du G5 Sahel, que ce soit le Niger, le Burkina, le Mali, les forces de défense et de sécurité sont en action sur le terrain, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on est en train de se diriger vers cette mutualisation-là? Je n'ai pas ce sentiment-là. Je n'ai pas ce sentiment-là. Excusez-moi, je me permets d'en parler brutalement comme ça. Je n'ai pas ce sentiment. Il y a peut-être une volonté, mais dans les actes, je n'ai pas du tout ce sentiment. Parce qu'il y a 2 doxas au sein du G5. Vous avez des pays qui pensent que la matrice, le nœud gordien du problème, c'est entre le Mali, le Niger, le Burkina. C'est ce qu'on appelle le Liptako-Gourma. Mais ce que dit le Tchad dit attention, il ne faut pas oublier qu'ils viennent de là-bas aussi. La Mauritanie dit la même chose, le président Aziz dit la même chose, il dit attention, il y a la forêt du Ouagadou chez moi. Donc vous ne pouvez pas concentrer les actions entre le Mali, le Niger et le Burkina, alors que les terroristes viennent de quelque part. Donc il y a encore, de mon point de vue, une stratégie à réviser. J'espère, parce que ce n'est pas les derniers vraiment éléments de Nouakchott, j'ai entendu le coup de gueule du président Aziz, mais il faut aller plus de l'avant. Alors Serge Daniel, aujourd'hui le Burkina est dans l'œil du cyclone, je l'ai dit depuis donc, le début de l'année 2015 plutôt. Pour beaucoup, la raison principale, c'est le départ de l'ancien régime. Ça me fait sourire, je me permets de vous le dire tout de suite brutalement. Parce que je suis ces affaires depuis maintenant 20 ans. Vous savez quand est-ce que le Burkina a commencé à négocier pour obtenir la libération d'otages? C'est en 2009, 2010, il faut que je revoie la date. C'est-à-dire 8 ans après, c'était dans l'affaire de 2 diplomates canadiens, M. Louis Gay et Floer, qui ont été enlevés au Niger. Avant ça, ça n'existait pas. Il faut arrêter de penser que ce qui nous arrive, c'est la faute à ceux qui sont partis. Il y a un nouveau gouvernement, il faut continuer de l'avant. On ne peut pas aller de l'avant sans faire le point de la situation, c'est vrai, mais dire que la faute à ceux qui sont partis, ça ne nous avance pas. Mais comprenez quand même qu'avant, on était à l'abri de ces attaques, et paf, juste après, les attaques ont commencé. C'est réducteur, et je vais vous dire pourquoi. Vous avez un problème, on a un problème ici au Burkina, essentiellement d'abord avec l'État islamique. Je n'ai aucun doute, Abou Wali Sahlaoui, c'est lui qui est en train de semer la terreur ici essentiellement. Et pourquoi, je vais vous le dire, le Burkina n'a jamais été totalement, tout le temps présent sur le territoire malien. L'armée du Burkina fait un excellent travail dans la région de Tombouctou, et la doxa, la doctrine des djihadistes, c'est de dire ceux qui travaillent avec nos ennemis sont pires que nos ennemis. Voilà d'abord pourquoi le Burkina est attaqué. Il n'y a pour moi strictement aucun doute. Les soldats burkinabés sont les meilleurs sur le terrain là-bas, font partie des meilleurs. Léon, qui est le chef d'état-major, le colonel Léon Traoré, qui est de l'armée, il était le chef à Tombouctou. Quand vous allez à Tombouctou aujourd'hui, vous avez des enfants qui portent le nom de Léon, pas parce qu'il a fait des enfants là-bas, mais parce qu'on était fiers du travail qu'il a fait. On a donné son nom à des enfants à Tombouctou. Donc, si le Burkina est attaqué,
c'est parce que les terroristes estiment que le Burkina, d'abord, fait partie d'une coalition internationale pour les attaquer. Vous pouvez me dire, mais pourquoi le Burkina n'est pas aussi attaqué, le Niger n'est pas aussi attaqué que le Burkina? Parce qu'ils ont une stratégie des frontières, tout simplement, et qu'ils ont besoin de se mouvoir vers la frontière, de quitter un peu le Mali où ils sont pressés pour venir dans les forêts mitoyennes aux deux pays. Et à partir de ce moment, ils recrutent localement parce qu'ils ont des moyens, le reste, le résidu de l'argent de la rançon qu'ils ont. C'est cela. Il y a une situation probablement hybride avec peut-être la présence d'autres forces sur le terrain, sur le territoire burkinabé. Mais l'essentiel pour moi, qui m'intéresse à ces affaires depuis un moment, il ne faut pas être dupe, c'est l'État islamique qui attaque le Burkina d'abord. Donc vous n'y voyez aucune implication politique? Je ne dis pas que je ne vois pas d'implication politique, mais je dis que si vous vous basez, si vous tapez le tam-tam en disant il y a des implications politiques, vous n'allez pas vous en sortir parce que la vérité, la réalité sur le terrain, c'est que c'est une guérilla. On a affaire à une guerre asymétrique. On a affaire à des terroristes qui estiment que le Burkina, depuis 2012, a envoyé des troupes au Mali et qu'il faut punir le Burkina. C'est d'abord cela, pour moi, la doxa de ce qui se passe. C'est pour ça que vous voyez des guerres asymétriques. Vous voyez, on tue 2 FDS, 3 ici, on pose des mines, Ce n'est pas pour venger, et je vous le dis franchement, ce n'est pas pour venger le départ d'un président Blaise, ou etc. D'abord, c'est réducteur, si vous permettez. Je suis totalement en désaccord avec vous sur ce plan. J'ai entendu le président Roch, où il m'a été rapporté plus tôt, qu'il a publiquement dit, quand il est arrivé, il a reçu des rebelles qui étaient ici, il leur a dit, il a fait comprendre, je crois, qu'ils n'auront plus le pion sur rue. Mais ça, c'était les indépendantistes qui étaient ici. Ceux qu'on appelait les gens du MNLA qui étaient ici, essentiellement qui étaient chez vous. Mais avec Yad Agali plutôt. Le pouvoir burkinabé n'a jamais dit que Yad Ali était sur le territoire burkinabé. Je n'ai jamais entendu ça du pouvoir burkinabé. On va demander ça au ministre des Affaires étrangères du Burkina ou au ministre de la Sécurité. Essentiellement, je vous dis, c'est l'État islamique qui est en train de semer la terreur ici. Mais ils n'iront pas loin, je vais vous dire pourquoi. Parce que poser des bombes, ce n'est pas un projet politique. Poser les bombes, à tuer des FDS, ce n'est pas un programme politique. Et je sais, parce que je me forme également, que le Burkina est en train de prendre les mesures qu'il faut pour faire face à la situation. Ce que je regrette, et là cela n'engage que moi, je pense qu'à un moment, sur le territoire burkinabé, pas dans tout le pays, mais dans des zones, il faut décréter l'état d'urgence. Décréter l'état d'urgence, ce n'est pas une faiblesse. Vous avez vu, le Niger l'a fait récemment, mais si le Niger... Dans la zone frontalière. Mais si le Niger décrète l'état d'urgence dans la zone frontalière, comme vous le dites, mais sur le territoire nigérien, et que peut-être que de l'autre côté, l'état d'urgence n'est pas décrété, ça peut donner envie aux suspects de venir, si vous voulez, sur le territoire burkinabé, parce que là, il n'y a pas l'état d'urgence. Je pense que c'est un outil qui peut permettre de lutter efficacement contre le terrorisme. Je ne dis pas que rien n'est fait. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il y a des réorganisations en cours ici à Ouaga. C'est évident. Vous le savez parce que vous êtes en train de sourire. L'État ne reste pas les bras croisés, mais attention au discours qu'on tient. Parce que si vous métastasez ce discours selon lequel c'est parce que c'est l'ancien régime, etc., on ne s'en sortira pas. L'ancien régime n'est plus là. Il y a un nouveau régime, il faut aller de l'avant. Alors donc vous dites aujourd'hui que vous avez la conviction qu'au Burkina Faso, on est en train de prendre la mesure de la situation. Je pense. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, parce que moi je ne porte pas de gants pour parler des choses que, modestement, je peux dire que je connais, parce que je m'informe. Je sais qu'il y a une réorganisation qui est en cours, il y a des actions qui sont en cours. Je sais, par exemple, qu'il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 attentats déjoués. Ça, je ne sais pas pourquoi les autorités n'en ont pas parlé. Est-ce que c'est parce que, bon, ce n'est pas le moment d'en parler? Et les autorités ne restent pas les bras croisés, ça j'en suis sûr. Mais il faut faire très attention, ne pas être réducteur en disant que non, c'est la faute à celui-là, c'est la faute à celui-là. Ça ne règle rien du tout. Alors Serge Daniel, l'actualité au Burkina Faso cette semaine est marquée par, en tout cas, la commémoration des 20 ans de disparition du journaliste Norbert Zongo. Et à quelques jours de cette commémoration, il y a donc cet avis favorable à l'extradition du petit frère de l'ancien président, François Compaoré, qui est donc poursuivi dans ce dossier-là. Alors vous, quand vous regardez 20 ans après ces derniers développements, est-ce que
vous êtes fondé à croire qu'on aura un jour la justice pour Norbert Zongo. La vérité finit toujours par triompher. Je suis membre des Sonosa. Vous savez que c'est un centre Norbert Zongo. Des journalistes d'investigation sont membres. Je suis membre, je suis administrateur. Et c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire dans la manifestation de la vérité. Je crois que j'ai entendu une autorité, je ne sais pas, sur une radio, dire ce n'est pas parce qu'on ordonne son extradition qu'il est coupable. Voilà, parce qu'il y a eu une pourvoi en cassation. Donc, oui, non, mais ce n'est pas parce qu'on ordonne son extradition qu'il est coupable. Il n'a pas été jugé, il est présumé innocent. Donc c'est à lui de se défendre. C'est à lui de se défendre en disant « moi, je ne suis pas impliqué ». Donc je suis sûr que la vérité va éclater, même si on connaît une bonne partie de la vérité. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tout est fait pour aujourd'hui perpétuer la mémoire de ces journalistes d'investigation? Ah si, je pense. Je pense que des choses sont faites. J'ai suivi à la télévision récemment les préparatifs de ce triste anniversaire. Je pense que non seulement Zongo, c'est un symbole local, mais c'est également un symbole dans la sous-région. Parce que, voyez-vous, quand il s'agit de journalistes dans d'autres pays, notamment des pays occidentaux, on fait beaucoup plus de bruit, alors que là, on a l'impression que c'est non seulement pour connaître la vérité, mais c'est pour protéger les Norbert Zongo que nous avons au Mali, que nous avons au Sénégal, que nous avons, vous avez parlé du cas de la Guinée tout à l'heure, que nous avons au Nigeria, etc. Donc c'est véritablement un symbole, c'est pour ça que ça intéresse du monde. Alors l'actualité au Burkina, c'est également ce procès, le procès du putsch de 2015, avec donc le général Gilbert Diendéré qui est à la barre. En tout cas, avant son passage donc, pour son audition, beaucoup avaient fondé des espoirs de savoir véritablement ce qui s'est passé. Mais voilà, depuis le début, le général, en tout cas, estimait qu'il n'est ni le commanditaire, en tout cas, il n'est pas le préparateur, disons, de ce putsch. Alors, vous, quelle est l'analyse que vous faites un peu de ce procès marathon? Alors, vu de l'extérieur, je vais vous donner mon sentiment, là, parce que ça fait quelques jours que je suis là. C'est un procès marathon, comme vous l'avez dit. Vu de l'extérieur, l'autre sentiment, c'est qu'on a envie de dire dans ce pays, la vérité peut rougir les yeux, la vérité est dure, mais il faut la vérité. Vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un chemin, c'est-à-dire la justice, c'est un chemin qu'il faut forcément emprunter si on veut aller de l'avant. Ça, c'est une bonne chose. Le procès, il y a des insuffisances. Moi, j'ai vécu, par exemple, le procès du capitaine bombardier général du Mali, le général Sanogo. Le procès s'est tenu dans le sud du Mali. Au bout de quelques jours, le procès a été reporté. Ça n'a pas été le cas ici. Chacun est libre de s'exprimer. Ça, c'est quand même important. J'ai vu deux images fortes. Le général Diendéré d'un côté, un avocat qui était impliqué dans les... Maître Guy Hervé Kam. La révolution, ce n'est pas la démocratie. La révolution peut conduire à la démocratie. Donc il faut que le procès aille à son terme, et pour qu'on, en espérant, du moins, qu'on saura la vérité de ce qui s'est passé. Et pendant ce temps, il y a certaines voix, notamment du côté, donc, en tout cas, des membres de l'ancien régime, qui estiment aujourd'hui que peut-être il faut aller vers une justice transitionnelle, notamment pour solder le passif de l'insurrection, mais aussi de ce putsch. Voilà, et puis permettre la réconciliation. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda avec les Gacaca? Les Gacaca, oui, les tribunaux spéciaux. Les tribunaux spéciaux. C'est-à-dire qu'à un moment de notre histoire, il faut aussi arrêter de penser qu'on doit faire comme les autres. Je ne le dis pas pour le cas du Burkina. Il appartient au Burkina de prendre les décisions qu'il faut prendre. Je pense que dans le cadre de la réconciliation, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de réconciliation sans justice, mais la justice institutionnelle telle qu'on l'a connue ne règle pas probablement tout. J'ai suivi le procès parce que c'est un feuilleton, un marathon, etc. Vous sentez que les accusés, malgré qu'ils soient parfois en difficulté, il y a des choses qu'ils ne disent pas. Il ne faut pas penser que ce sont des accusés, du moins c'est mon sentiment, qui sortent tout ce qu'ils ont dans la poche. Il y a quelque chose qui reste qu'on ne dit pas. Est-ce que c'est au nom de l'unité nationale? Est-ce que c'est pour sauvegarder l'unité nationale? Je ne sais pas. Même les membres du tribunal, d'après ce que j'ai compris. C'est un passage inévitable, mais je ne pense pas que dans tous les cas,
Vous ne pouvez pas avoir un procès ou des procès pendant 5 ans. On ne va pas s'en sortir. Peut-être qu'il faut trouver un autre mécanisme, pas pour absoudre les gens, mais quand même pour que la justice soit dite au nom du peuple et qu'on aille plutôt de l'avant. Alors, on va parler un peu de l'actualité du Burkina Faso, notamment avec le Togo, où donc il y a cette marche vers les élections le 20 décembre. L'opposition qui est dans la rue et qui, par tous les moyens, tente de bloquer le processus. En tout cas, l'opposition joue la politique du boycott. Alors, quelle lecture vous faites? Est-ce que l'opposition, aujourd'hui, ne se trompe pas en optant voilà, de boycotter ces élections législatives? La politique de la chaise vide n'a jamais fonctionné. Je pense que c'est une erreur. D'une manière générale, je ne suis pas en train de m'adresser à l'opposition. Sur le Togo, je souhaitais faire une observation. Finalement, le président togolais, beaucoup pensaient qu'il serait parti plus tôt. C'est-à-dire mouvement de rue classique. Qui serait... Donc, moi, mon sentiment, c'est qu'il tient toujours et qu'il faut un compromis entre l'opposition et le pouvoir. Je pense qu'il y a un excellent médiateur qui était le voisin. Le Ghanéen Akufo-Addo. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un échec aussi de la CEDEAO, quand même, qui, malgré son intervention, voilà le résultat que ça a donné? C'est ce que je voulais dire un peu, vous m'avez dévancé. Il y avait le médiateur, le voisin qui était médiateur, mais il faut quand même que chacun donne du sien. Il faut couper la poire en deux. On ne peut pas dire aujourd'hui, il faut qu'il se dégage, il faut qu'il prenne cette résolution. Non, il ne va pas se représenter. Ça ne fonctionnera pas parce que c'est une question de rapport de force. Je le disais déjà à l'époque aux élections du Gabon, avec Hank Ping et Bongo Fils. Je dis, mais non, ce qui a fait le jeu au Gabon, vous avez une armée qui était fidèle à un camp par rapport à un autre. Donc, on peut tout faire avec la baïonnette, sauf s'asseoir là-dessus. Si vous ne lâchez pas du lest, vous ne pouvez pas venir et se dire à celui qui est assis de partir tout de suite. Mais les opposants également se méfient parce que non seulement ils estiment que la liste électorale doit être toilettée, ils estiment que la composition de la commission électorale pose problème. Et justement, il y a donc cette modification de la Constitution que l'opposition appelle de tous ses voeux. Il faut donc limiter le mandat, mais que cette limitation soit rétroactive. Le tout est une question de rapport de force. Le tout est une question de rapport de force. Et quand vous voyez les rapports de force aujourd'hui à Lomé, il est évident que chacun doit donner du sien pour s'en sortir. Mais quand on sait que ce pays a déjà connu des crises assez dramatiques, est-ce qu'il n'y a pas à craindre avec ces élections-là qu'il y ait encore, le pays ne sombre encore dans une crise ouverte? Mon problème, c'est qu'il y a des craintes, ça c'est inévitable. Il y a des craintes à Lomé, il y a des craintes, je pense qu'il y a une délégation d'un pays qui devrait se rendre là-bas pour calmer le jeu. Il y a forcément des craintes, mais ce sont les acteurs locaux qui doivent prendre les choses, la mesure des choses. C'est-à-dire le pouvoir et l'opposition. Alors en Côte d'Ivoire, pendant donc que le processus de formalisation du RHDP est en marche, alors beaucoup parlent des petits pas du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, vers 2020. Alors on a vu récemment la sortie donc, du RACI, mais il y a eu également donc, ces petites phrases de Guillaume Soro qui tentent donc à ramener un peu l'apaisement avec le camp du FPI, avec Blé Goudé. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, Guillaume Soro est en train de sortir du bois? Il était chef patron des forces nouvelles. Je l'ai connu à l'époque, il était dans le nord de la Côte d'Ivoire. En plus, le plus grand mérite, c'est d'avoir pu trouver le chemin qu'il fallait entre les différents chefs de groupe, chefs militaires, etc. Président des forces nouvelles, il était ministre de la Communication, ministre de la Défense, il était Premier ministre, il était président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui reste? C'est évident. C'est évident que même sans se raser le matin, il pense à cela, ça c'est évident. Maintenant, comment faire passer son affaire par le chat d'une aiguille, c'est-à-dire le petit trou d'une aiguille, c'est ça le problème. Donc il est évident, lorsque le RACI appelle à se présenter, lui c'est quand même un homme politique, il voit quand même que sur la scène politique il y a des problèmes. Il y a des problèmes entre le président Bédié, le président Ouattara, et lui il se rend compte que... Et justement, est-ce qu'il ne pourrait pas profiter, disons, de ce contexte-là, où en tout cas, voilà, les grands partis, parce que le RHDP était fondé donc sur cette coalition Alassane Dramane Ouattara et puis Bédié,
aujourd'hui, est-ce qu'il ne peut pas profiter de cette scission-là? Je pense qu'il a bien compris qu'en politique, parfois, on a un fusil à un seul coup. Et qu'il a un fusil à un seul coup, et qu'il faut tirer au bon moment, et que ce n'est pas le moment de tirer. Alors, actualité, toujours hors de chez nous, on va parler des gilets jaunes en France. On a vu donc ce mouvement citoyen, disons, parce que c'est un mouvement au départ qu'on a estimé sans véritable meneur, mais qui a fait vaciller quand même voilà, le gouvernement, mais également le président Macron. Alors, quelle est la lecture que vous en faites? Parce que, vu de l'Afrique ici, on avait l'impression que ça ne pouvait arriver qu'ici. Il a fait 18 mois qu'il est là quand même, hein, Macron. Je pense qu'il a commis 2 erreurs. Il est en train de payer 2 choses aujourd'hui. Il a supprimé partiellement l'impôt sur la fortune, l'impôt de solidarité sur la fortune. Et puis, je pense aussi qu'il y a eu une autre mesure. Le prix du carburant? Non, pas le prix du carburant, je vais revenir. Mais également, les causes lointaines, donc l'impôt de solidarité sur la fortune, mais également l'APL. Vous savez, il y a des aides au logement. Il a supprimé, il a diminué de 5 € l'aide au logement. Ça a été très mal perçu. Il y a un style de gouvernement. Mais les carburants, là où je ne suis pas d'accord avec lui, ce n'est pas une transition écologique. Il a augmenté le prix du carburant, du diesel, essentiellement parce qu'il voulait renflouer les caisses de l'État. C'est ça d'abord. Mais justement, beaucoup disent que pendant que les Français pensent à la fin du mois, oui, voilà, Macron pense à la fin du monde. Exactement. Ça, c'est une erreur de mon point de vue. Ensuite, l'autre stratégie qui n'a pas du tout été bonne, c'est de dire, l'État peut vous allez avoir, si vous voulez acheter une voiture neuve, on peut vous faire un apport de 4 000 € ou je ne sais plus le montant pour vous permettre d'acheter une voiture neuve. Mais non, ça, c'est une attitude de banquier, puisque le Français moyen qui doit acheter un véhicule est obligé de faire un prêt. Donc vous surendettez les gens, est-ce que vous voyez? Donc je pense qu'il y a eu il y a aussi eu des erreurs de communication de sa part et que les Français ont estimé qu'il ne faisait pas ce qu'il devait faire en tant que président. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que quand même il est en déphasage avec les Français dans la conduite des réformes? Parce qu'on a vu avec la SNCF, il y a eu toutes ces mobilisations, mais malgré tout, voilà, il est resté droit dans ses bottes. Est-ce que ce n'est pas de tout cela aujourd'hui que les Français ont marre aujourd'hui parce qu'ils pointent du doigt une certaine arrogance du président, voilà, qui n'écoute pas? Je pense que c'est voilà, ça. Là, oui. Je pense que Emmanuel Macron est en train de faire face à cela parce qu'effectivement, il y a eu des expressions comme traverser la route, vous allez voir, avoir le boulot, etc. Vous savez, la devise française, c'est liberté, égalité et fraternité. Quand il est arrivé, il a dit, moi, je ne suis pas un homme d'idéologie, je suis ni de gauche ni de droite. Il a dit, la droite, c'est la liberté. La gauche, c'est la fraternité. Ce que moi, je veux, c'est l'égalité. Mais il n'a pas appliqué cette règle-là. Et ça le poursuit. Et à 18 mois après son arrivée, s'il commence à avoir des problèmes, ça va être difficile pour la fin. Alors, je pense que ça va être le mot de la fin pour ce soir. Merci encore, Serge Daniel, d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Voilà, mesdames et messieurs, Sur la Brèche pour ce soir, c'est tout. Merci pour votre attention. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro de Sur la Brèche. Merci.